Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue en notre compagnie dans La Voix est libre, votre magazine politique. Dernière émission de la saison qui accueille, en l'occurrence, le président socialiste du Conseil régional de Haute-Normandie, Monsieur Nicolas Meyer-Rossignol. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez ouvrir les débats, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, à savoir l'actualité, la semaine prochaine, ce sera jeudi et vendredi prochain, le 11e congrès des régions de France, dirigé par Monsieur Rousset, votre collègue d'Aquitaine, qui est également député, et vous allez ouvrir les débats, ça va se passer à Rouen. Alors, comment est-ce que ça se présente? C'est vrai qu'on est à quelques mois maintenant d'une échéance électorale particulièrement importante, qui va voir les régions métropolitaines passer à 13 régions. Ça va faire intervenir un nombre important de changements, et notamment dans la future nouvelle Normandie. Oui, et d'ailleurs, nous n'allons pas ouvrir juste avec Alain Rousset, mais j'ai souhaité que nous ouvrions ce congrès, ce dernier congrès dans la configuration actuelle de l'Association des régions de France, avec Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie. Pourquoi nous souhaitons le faire ainsi? Tout simplement parce que nous sommes en train de faire la réunification. Nous sommes dans un moment charnière, effectivement, pour la France en général, mais en particulier pour la Normandie, qui, j'ai envie de dire, est le territoire où, enfin, l'histoire et la géographie se retrouvent. Alors, on va parler de la réunification ou de la fusion, comme disent les géographes de la Normandie, la haute et la basse. Mais je voudrais bien qu'on commence, si vous le voulez bien, par justement ce congrès qui est très important. Monsieur Rousset dit qu'il s'agit d'un congrès de combat, parce que les choses ne sont pas acquises, notamment en termes de moyens. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion ? Oui, la formule est un peu martiale. Ce n'est pas tout à fait mon style, mais en fait, de quoi s'agit-il? Il y a trois grands sujets. Il y a la question des périmètres des régions. Quelle taille pour les régions? Quelle région? Pour nous, la Normandie, cela se fait. Beaucoup en ont parlé sans jamais rien faire. Nous, on pense qu'on veut de Manuel Valls, du gouvernement et de la majorité actuelle. N'empêche qu'elle restera dans l'histoire comme celle qui a fait la Normandie. Il n'y a plus de paroles, il y a des actes. Ça, ce sont les périmètres. Et puis, il reste quand même deux autres grandes questions qui sont très importantes. Les compétences, qui fait quoi? Et moi, je rencontre trop de nos concitoyens qui ne savent pas bien qui fait quoi, parce que c'est trop compliqué entre la commune, la communauté de communes, le département, la région, les syndicats divers, les pays, l'État, l'Europe. Il faut clarifier qui fait quoi. Et puis, bien sûr, les moyens. Qui fait quoi? Avec quels moyens? Avec quels euros, tout simplement? Alors justement, parlons de qui fait quoi. Alors à droite, mais également à gauche, notamment du côté du Parti communiste, voire d'Europe Écologie Les Verts, on dit les choses ne sont pas encore tout à fait claires. Il faudrait justement les positionner de façon plus précise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et quel serait, d'après vous, le champ d'activité idéal des régions futures? Moi, je ne suis pas partisan d'une région qui ferait tout sur tout. Donc la clause de compétence générale, c'est pas pour vous? Je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose, parce que sinon on ne sait plus qui fait quoi. Moi, je suis partisan d'une région d'abord qui est bien gérée. Vous savez que la région Haute-Normandie et la Normandie demain, c'est la région la mieux gérée de France. C'est quand même très important. Si on ne veut pas augmenter la dette et aller dans une situation budgétaire catastrophique pour nos concitoyens, c'est essentiel. Et je suis très attentif à cela. Et pour bien gérer, eh bien, il faut se concentrer sur les compétences, les missions qui sont essentielles et qui peuvent être mieux gérées par le niveau régional. C'est quoi? Le soutien à l'économie régionale, les grandes filières industrielles, le soutien au tourisme, à l'économie tertiaire, le soutien à la recherche et à l'innovation, avec l'État naturellement et l'Europe, puisque c'est une compétition internationale en la matière. Les grandes infrastructures, la région ne peut pas tout prendre, mais elle doit pouvoir, comme elle le fait aujourd'hui sur toutes les grandes infrastructures, aider avec l'État pour que notre région se développe. Et puis les grands facteurs de rayonnement, ne l'oublions pas, la culture, le sport, qui sont aussi des vecteurs d'attractivité qui font qu'on a envie de venir dans notre région parce qu'il se passe des choses. Voilà, ça, j'oublie pas la formation professionnelle qui est évidemment un enjeu aussi économique et l'éducation qui est au cœur de la région pour les lycées. Mais ça fait déjà beaucoup. Si on se concentre là-dessus, c'est déjà pas mal. Il ne faudrait pas substituer à un jacobinisme national, la France est un pays jacobin, un jacobinisme régional. Je ne crois pas que ce serait une bonne idée. Par contre, la région doit être une collectivité stratège, une collectivité de projet qui investit. Nous sommes le premier investisseur public local. Et d'ailleurs, nous pouvons le faire parce que la région est bien gérée. Mais sur les sujets clés, l'emploi, l'économie, la formation, les grands facteurs de rayonnement, les grandes infrastructures, c'est déjà pas mal. Alors, avant que j'oublie, une chose très importante, parce que vous savez qu'il y a des téléspectateurs de Dieppe qui nous regardent et des élus locaux à qui nous avons posé la question de savoir comment on pouvait assurer la pérennité de la ligne Transmanche Dieppe-Nouéven. Et sur ce plateau, alors nous étions à Dieppe, mais c'est sur le plateau de la Voix est libre, d'un commun accord, tous ensemble, ils ont dit il faut qu'on pose la question au président de la communauté d'agglomération de Dieppe et au président de la région Haute-Normandie de savoir est-ce qu'il va, oui ou non, rentrer, j'allais dire, dans le pot commun de soutien à cette ligne.
ligne. Est-ce que le fait que, justement, on élargisse la région, avec la concurrence de Cherbourg notamment et de Ouistreham, est-ce que ça ne va pas remettre en cause, en quelque sorte, un fonctionnement économique qui est déjà assez fragile? Non, mais la réunification ne change rien à cela. Aujourd'hui, il y a déjà une concurrence entre Ouistreham. Il y a 1 million de passagers par le ferry à Ouistreham. Cherbourg, 500 000 passagers. Sauf que l'aide du département est très importante, pour le moment en tout cas, en faveur de la ligne Dieppe-Newhaven. Mais ça n'est pas lié à la réunification. C'est historique depuis très longtemps. À l'époque, c'était d'ailleurs Charles Revet qui avait décidé de cela. Il faut dire des choses simples. La ligne transmanche à Dieppe, elle est importante pour l'économie dieppoise. Moi, je préside le port de Dieppe. Je sais ce que ça veut dire. C'est important pour l'économie du territoire dieppois et donc pour la Normandie. Premier point. Néanmoins, aujourd'hui, nous savons que le modèle économique sur lequel est basée cette ligne, qui fait que le département dépense quoi 20 millions, je crois 25 millions d'euros, 25 millions d'euros d'argent public, là, sur les mois et les années qui viennent de passer, par an, pour 250 000 passagers. Ça fait à peu près 100 euros d'argent public par billet. On voit bien que c'est un modèle économique qui n'est pas soutenable. Donc moi, si c'est juste pour aller mettre un seau de plus pour écoper le bateau qui est percé, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne suis pas prêt à, demain, faire en sorte que notre région soit moins bien gérée pour aller combler un trou sans fond. Par contre, il faut que nous puissions nous rassembler pour développer un nouveau modèle économique. Peut-être qu'aujourd'hui, la délégation de services publics doit être modifiée. Je crois que le département de Seine-Maritime est en train de trouver un nouveau modèle économique, en tout cas l'étudie. Donc, oui, pour soutenir la ligne, parce qu'elle est vitale et importante pour le territoire dieppois, mais attention à ne pas nous retrouver à juste gaspiller de l'argent public. Alors concrètement, ça pourrait se traduire par quoi? Vous dites nouveau modèle économique. Le département, c'est le président d'ailleurs qui nous l'a dit lui-même la semaine dernière, dit qu'il faudrait on va engager un spécialiste déjà pour commencer. On va faire un point réel. Il dit un peu la même chose que vous. Il dit qu'on ne peut pas partir comme ça, remplir des tonneaux d'argent sans savoir où ça va. Donc concrètement, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que franchement, quand la réunion des deux régions va avoir lieu, j'imagine qu'à Ouistreham et à Cherbourg, on va dire si vous êtes le président, monsieur le président, nous aussi on est là quand même. Bien sûr, faut nous aider. Bien sûr, et c'est normal. Et le futur président de région, il doit s'occuper de toute la région. Et il y a Dieppe, mais il y a aussi Cherbourg, et il y a aussi Port-Normand associé, et il y a aussi beaucoup d'autres ports. Il y a Le Havre, bien entendu, et Ouistreham, et Caen, et Granville, et beaucoup d'autres. Et Fécamp, et le Tréport. Donc il faut effectivement tenir compte et faire attention à toute la région. Donc sur cette ligne de Transmanche à Dieppe, les choses sont en fait très simples. C'est au département de prendre ses responsabilités. Charles Revet avait créé cette ligne sur un modèle qui était insoutenable. Gaspillage d'argent public. C'est pas le genre de la maison. Ici, on a une région qui est bien gérée, je vous l'ai dit, c'est la mieux gérée de France. Et on a bien l'intention de la conserver ainsi. Donc c'est au département, au président Martin, de trouver, avec des spécialistes, un nouveau modèle économique, peut-être pas une délégation de service public, peut-être une autre forme, qui soit acceptable. Et puis, il faut aussi que tout le monde joue le jeu, parce que je vois quand même une certaine hypocrisie dans l'agglomération dieppoise aujourd'hui, qui dit « Ouh, il faut vite, vite, vite que la région finance ». Mais combien l'agglomération dieppoise met-elle dans le transmanche aujourd'hui? C'est ce qu'a demandé le président du département. 0 euros. 0 euros. Pas correct. Donc, il faut d'abord que chacun prenne ses responsabilités. Et la région sera bien sûr au rendez-vous, parce que cette ligne est importante, dans le respect de tous les territoires de la Normandie. Alors on peut préciser au passage, vous me dites si je me trompe, que vous avez aussi changé justement les droits de port, vous en tant que président du port de Dieppe, ce qui est aussi venu au secours en quelque sorte de la ligne. Ah mais non seulement, si vous me permettez, non seulement nous avons baissé les droits de port de façon à faire gagner à la ligne près de 300 000 euros par an, mais en plus, nous avons investi, si vous allez à Dieppe, vous voyez le terminal Transmanche, 10 millions d'euros de la région, à travers le syndicat mixte, essentiellement de la région, à travers le syndicat mixte du port de Dieppe, à travers le port, pour pouvoir refaire complètement, et le faire fonctionner aussi, parce que ça représente aussi un coût en fonctionnement, le terminal Transmanche. Donc il serait faux de dire que la région n'a jamais rien fait pour le Transmanche. En réalité, sans la région, le Transmanche n'existerait pas. Néanmoins, le modèle actuellement n'est pas acceptable. Il faut donc que le département prenne ses responsabilités avec l'agglomération. Alors, la principale raison pour laquelle le gouvernement a annoncé qu'il y aurait une diminution du nombre des régions, c'est ce que vous dites d'ailleurs, une meilleure gestion attendue avec des économies à court, moyen ou long terme. Alors, Gaëlle Pioline, qui est vice-présidente socialiste du Conseil régional de Basse-Normandie, est chargée d'une mission pour voir un petit peu ce qui peut être fait. Elle dit elle-même, ça sera très difficile, pour ne pas dire impossible, de réaliser des économies
économies, en tout cas dans l'immédiat. Et c'est vrai, en plus qu'on a entendu dire, et je crois que vous-même vous êtes exprimé sur ce point, qu'il n'était pas question d'obliger les agents territoriaux à faire des déménagements, à changer d'organisation, etc. Alors comment peut-on faire des économies si rien ne bouge véritablement et si on n'a pas encore la certitude de pouvoir resserrer en quelque sorte les activités de cette nouvelle région à un endroit ou à un autre? D'abord, encore une fois, il faut redire que nous avons cette chance qui n'est pas juste le fruit du hasard, mais qui est le fruit d'une politique portée et en Haute-Normandie et en Basse-Normandie, notamment par Laurent Beauvais et Gaëlle Pioline, qui est une excellente vice-présidente aux finances, d'avoir la région la mieux gérée de France. Dans les deux cas, juste un chiffre, la dette en Haute-Normandie, nous pouvons la rembourser en moins d'1 an. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un crédit auto ou un crédit immobilier que vous pourriez rembourser complètement en moins d'1 an. C'est quand même pas mal. La dette en Haute-Normandie, c'est 125 € par habitant. 125. La dette de l'État, c'est 23 000 € par habitant. Je le mets par habitant pour pouvoir comparer. Donc, vous voyez que nous sommes dans une situation budgétaire qui est fragile parce que la situation économique globale du pays est difficile. Mais nous avons cette force ici d'avoir su bien gérer l'argent que nous ont confié les contribuables. Donc, nous sommes dans cette situation. Ensuite, nous pouvons faire des économies, mais il ne faut pas raconter des blagues. Nous pouvons faire des économies sur quoi? Sur des économies d'échelle. Par exemple, nous venons de délibérer pour acheter ensemble l'énergie, l'électricité, que nous dépensons dans les lycées dont la région est propriétaire. Ça peut paraître technique, mais concrètement, chaque année, la région paie 20 millions d'euros pour acheter de l'énergie, de l'électricité pour les 80 et quelques lycées aux Normands. Pareil en Basse-Normandie. En achetant ensemble, ça coûte moins cher à l'unité. Et donc, on fait des économies de plusieurs millions d'euros. On met ensemble notre représentation à Bruxelles. On avait 2 bureaux, on n'en a plus qu'un à Bruxelles. Ça fait faire des économies. On se rassemble pour aller aider les entreprises, on simplifie les procédures. C'est là qu'on fait des économies. Mais arrêtons de faire croire qu'on ferait des économies par ailleurs sur les personnels. Oh, on peut en faire à la marge. Mais en réalité, vous savez, la région aujourd'hui, c'est 4% du personnel des collectivités territoriales. 4%. Et je vous assure qu'ils ne chôment pas. Je vous assure qu'on a du personnel régional qui est particulièrement performant et qui a particulièrement le sens du service public. Et moi, le service public, j'y suis très attaché. Alors, une petite précision. Vous avez cité la gestion de la Haute-Normandie. Est-ce que celle de la Basse-Normandie est en phase? Oui, elle est en phase. Vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde? Oui, pour vous dire les choses très clairement, la Haute-Normandie est la première et la Basse-Normandie est la 6e de France sur 22. C'est quand même pas mal du tout. Et si on rassemble les deux, on est la première. Et la dette de Basse-Normandie, Gaëlle Pioline vient de l'annoncer hier, elle est en baisse, comme d'ailleurs la dette en Haute-Normandie. La dette en Haute-Normandie vient de baisser de 16 millions d'euros encore. Et par ailleurs, la capacité de remboursement, je vous ai dit qu'en Haute-Normandie, elle est de moins d'1 an, ce qui est très bon. Et en Basse-Normandie, elle est de moins de 2 ans, ce qui est excellent aussi. Alors, je reviens aux agents territoriaux. Vous me dites si je me trompe, 63 000 en Haute-Normandie. Le taux rapporté à la population est un peu au-dessus de la moyenne nationale. Et Philippe Guibert, que vous avez sans doute déjà rencontré, qui est le secrétaire général de la CGT des territoriaux dans la région Haute-Normandie, tire un peu la sonnette d'alarme en disant « Attention, on n'est pas du tout sûr de ce qui va se passer et on est inquiet ». Est-ce qu'il a raison d'être inquiet? Et vous voyez, 63 000, il ne faudrait pas croire que c'est la région. 63 000, vous savez combien il y a d'agents de la région en Haute-Normandie? J'ai le chiffre. Il y en a 2400. Oui, c'est ça. 2400 sur 63 000, c'est ce que je vous disais. Oui. C'est à peu près 4%. On est d'accord. Voilà. Mais donc, la moyenne quand même est un peu au-dessus. Surtout dans ces 2400, en fait, vous en avez 1800, 1900 qui sont dans les lycées. Il y a 80 à peu près lycées publics. Notamment les Atos. Oui, c'est les anciens Atos. On appelle ça les PTL maintenant, les personnels techniques des lycées. Et vous en avez dans les lycées, ils font quoi? Ils font la cuisine, la restauration, l'entretien, etc. C'est très important. Et c'est pas parce qu'on réunifie... Donc, ils vont pas évidemment. À moins qu'une nouvelle majorité décide de mettre moins d'argent dans l'éducation. Ça peut arriver. C'est pas mon choix politique. Mais c'est important d'investir dans l'éducation parce que c'est l'avenir de la région. Et donc, ces personnels-là, ils vont rester, bien sûr. Et ensuite, il y a les personnels du siège. Et donc, pour le siège de la région en Haute-Normandie, vous avez 400, 500 personnes. Je vous assure que 500 personnes comparées avec des communes, des départements et même des intercommunalités ou les services de l'État, ou les services déconcentrés de l'État, et vous verrez qu'il n'y a pas photo. Alors, où est-ce qu'on peut faire des économies? Je reviens à ça parce que le programme de stabilité présenté par Michel Sapin prévoit 5 milliards d'efforts supplémentaires et qui vont largement concerner les collectivités territoriales et en particulier les régions. Et c'est vrai que les marges de manœuvre des régions par rapport aux départements et aux communes, dont certaines ont déjà annoncé une augmentation des impôts, je ne crois pas que ce soit tellement votre tasse de thé, eh bien, ces marges de manœuvre ne sont quand même pas très élevées.
il y a la taxe sur les véhicules, il y a quelques éléments, mais ça ne va pas très loin, très loin. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire et comment est-ce que vous allez arriver à tenir, j'allais dire, le cap dans la direction que vous avez choisie? Mais là encore, il faut dire des choses qui sont importantes. Tout le monde ne le sait pas, mais les régions, c'est juste 2% de la dépense publique française. On n'est pas un pays décentralisé, hein. On est un pays un peu décentralisé. Pas du tout un pays fédéral comme l'Allemagne, par exemple. Mais vous aimeriez que ce soit plus décentralisé? Non, pas forcément, mais je veux juste dire que nous sommes simplement responsables de 2% de la dépense publique nationale. C'était extrêmement faible. En réalité, vous avez dans les territoires encore beaucoup de services déconcentrés de l'État et puis surtout beaucoup d'autres niveaux de collectivités, communes, intercommunalités, syndicats mixtes, pays, départements, etc., etc., etc. La région, c'est le niveau le plus récent et en plus, c'est celui qui se réforme le plus puisque nous sommes en train de réduire de 22 à 13. Et nous faisons des économies d'échelle comme je viens de vous le démontrer. Donc, par ailleurs, pour les impôts, on ne les a pas augmentés depuis des années et ce n'est pas le genre de la maison là non plus. On n'en a pas besoin et on ne souhaite pas le faire. Par contre, ce que nous devons faire, et ça c'est très important, c'est investir. Les collectivités, c'est les 3/4 de l'investissement public sur le territoire. C'est de l'emploi derrière, pour le bâtiment, les travaux publics, pour la recherche, pour la culture, pour le sport, pour tous les territoires, et pas que les grandes agglomérations, les territoires ruraux. C'est l'accès au train, aux médecins, c'est le numérique. Et donc il faut investir. Et moi, j'invite tous les responsables publics, et ce n'est pas une question gauche-droite, d'investir maintenant, de ne pas attendre. Parce que vous savez, la tentation, c'est toujours d'attendre. Il y a toujours une bonne raison d'attendre. Une élection, une réforme nationale, des incertitudes sur les dotations. Mais faire porter le chapeau à des baisses de dotation de l'État pour diminuer beaucoup plus proportionnellement l'investissement, je pense que ce n'est pas une bonne idée. J'ai vu circuler des documents qui indiquent que telle et telle collectivité vont diminuer leur investissement de 20%. Alors qu'au contraire, aujourd'hui, on a besoin d'augmenter l'investissement. Moi, j'ai augmenté l'investissement entre 2013 et 2014 de 10%. J'ai augmenté l'investissement entre 2014 et 2015 de 6%. J'ai augmenté mon budget culture de 16%. Parce que dans la crise, dans la difficulté sociale, on a besoin de plus de culture, pas de moins de culture. Elle est encore plus indispensable, la culture, aujourd'hui. Et dans tous les territoires. Et c'est cela qu'il faut faire aujourd'hui. Les collectivités, elles doivent montrer l'impulsion, l'énergie. Parce que la Normandie, elle a besoin de développement. Elle a besoin d'investissement. Maintenant, il y a des collectivités, vous l'avez dit vous-même, si elles sont endettées, elles n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Et si elles doivent payer les intérêts avant de rembourser la dette, évidemment, ça ne les aide pas tellement. Donc si j'ai bien compris, vous, ce que vous dites, on gère bien, on n'a pas de dette, donc finalement, on peut investir. Oui, mais vous avez aussi parfois des jeux un peu politiques. Regardez, je veux juste prendre un exemple. Le département de l'Eure, qui est un département dont chacun conviendra qu'il a été très bien géré par Jean-Louis Destan. On peut ne pas être du même bord politique que Jean-Louis Destan, mais voilà quelqu'un qui a sorti l'Eure de l'ornière et qui a très bien géré ce département. Aujourd'hui, le département de l'Eure doit investir. Vous connaissez le 276. C'est une formule magique. Est-ce qu'il va se poursuivre, que nous ce 276 avons voulu porter. La région et les départements. Mais bien sûr que je souhaite qu'ils se développent. Vous en avez discuté avec les deux présidents? En tout cas, j'en ai fait la proposition aux deux. Et je vais même vous dire que je souhaiterais demain que nous ayons 14, 50, 61, 276. Bref, avec les 5 départements de la Normandie. Ouais. On doit pouvoir trouver. En cherchant bien, ça ferait 50, 260, 61, 4. Voilà. On les met ensemble. On avance, rassemblement, c'est plus utile parce qu'on peut générer des effets de levier plus forts, parce que si vous mettez ensemble des euros, vous pouvez en lever plus, et puis c'est plus efficace pour mieux gérer l'argent public. On évite les redondances, on évite les doublons. Ne laissons pas les querelles politiciennes rentrer dans la gestion de l'argent public en Normandie. La Normandie, elle a besoin que ses élus se rassemblent, que ses territoires se rassemblent. À chaque fois qu'on se rassemble, on gagne. Alors, on va parler un petit peu politique, si vous le voulez bien, et puis des différences qui peuvent exister entre la Haute et la Basse Normandie. On a pu avoir, à tort ou à raison, l'impression qu'en Normandie, les choses avançaient peut-être un petit peu plus facilement, parce que aussi le préfet préfigurateur, c'est le préfet de la région Haute-Normandie, à propos de qui, à tort ou à raison, à nouveau, on dit « Ah ben finalement, c'est lui qui va diriger les opérations. » Et par la suite, c'est bien Rouen qui sera la préfecture, et pourquoi pas le siège du conseil régional. Alors, pour vous, on vous a déjà entendu dire que c'est pas le plus important, etc., mais pardonnez-moi, pour beaucoup de gens, c'est important, et notamment du côté de la Basse-Normandie. Le 28 avril dernier, il y a une réunion très importante à laquelle le banc et l'arrière-banc politique de droite, de gauche, les dessinateurs qui travaillent parfois sur France 3 sont intervenus, Chonu notamment, et pour dire finalement, attention, on reste unis, ne nous oubliez pas, la Basse-Normandie doit exister et pourquoi pas décentralisons un petit peu les responsabilités entre la Basse et la Haute-Normandie. Quel est votre point de vue précis sur ce plan ? Je suis allé à Caen hier, à l'invitation du président Laurent Beauvais,
à l'Assemblée régionale, justement au moment du vote sur la fixation du chef-lieu, c'est-à-dire la capitale administrative de la future Normandie. Et le vote a été, comme ici d'ailleurs, en Haute-Normandie, en faveur de Rouen comme capitale. C'est la métropole, vous connaissez les arguments, il y a 500 000 habitants, etc., etc. Très bien. Mais j'ai surtout dit qu'il ne faudrait pas oublier que si vous prenez Rouen, Caen et même Le Havre, tout ça, ça fait moins d'un tiers des habitants de la Normandie. Ça veut dire qu'il y a 2 tiers des habitants de la Normandie, même plus, qui ne vivent ni à Rouen, ni à Caen, ni au Havre. Et ils aimeraient bien qu'on s'occupe d'eux. Et ils aimeraient bien qu'on parle d'eux aussi. Donc n'oublions pas que la Normandie, elle est riche de ces territoires, de ces 5 départements. Ensuite, deuxième élément, qui est quand même majeur. J'ai dit hier, c'est une formule, mais que sur le drapeau de la Normandie, où il y a les 2 léopards, enfin, des fois il y a des discussions pour savoir s'il y en a 2 ou 3, mais mettons qu'il y en ait 2. Ça dépend de la période. En tout cas, une chose est sûre, ces 2 léopards, ils doivent avoir la même taille, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas Interville, la réunification. On n'est pas en train de se répartir les trucs, les administrations. Il y a quand même des gens derrière, il y a des personnels, il y a des fonctionnaires. Un peu de respect pour chacun d'entre eux. Ils travaillent, ils ont des familles, ils ont des obligations. Et on va jouer au dé comme ça, l'organisation territoriale. Soyons sérieux. Essayons de bien regarder. Il y a des principes simples. L'efficacité. Il faut quand même que demain, le système soit plus simple qu'hier. On fait une réforme pour simplifier et être plus efficace. Pas pour que ce soit plus complexe. Si c'est pour refaire un système à l'Europe avec Bruxelles, Strasbourg et je ne sais quoi, ça va quand même être compliqué. Je vais vous dire, hein, c'est plus facile pour un candidat aux élections régionales de proposer à chacun, pour acheter je ne sais quelques voix je ne sais où, de dire ben, pour toi tu auras telle administration, et puis pour toi tu en auras une autre, etc. Je pense que ce ne serait pas une bonne idée. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est regarder les atouts de chacun. Caen a des atouts magnifiques, et on le sait, et il profite à toute la Normandie. Dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'innovation, il y avait les 10 ans du pôle TESS sur les transactions électroniques sécurisées. Le Ganil, la délégation du CNRS en Normandie, elle est où? Elle est à Caen. La plus ancienne université de Normandie, elle est où? Elle est à Caen. Il y a des PME absolument magnifiques. Et voilà, là, on a un pôle éducation, innovation, recherche. J'ajouterais volontiers, évidemment, l'agriculture. La Basse-Normandie est une grande région agricole. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'étudiants ou qu'il n'y a pas d'agriculture en Haute-Normandie. Ça veut dire qu'il faut faire des choix sur des pôles. Le Havre, premier port de Normandie, et même premier port de France avec Marseille. Donc il faut développer son outil économique, portuaire, logistique. Et puis Rouen, capitale au sens capitale administrative, c'est tout à fait logique. Donc efficacité, équilibre. Et puis proximité, parce que n'oublions pas, tous les territoires, non pas périphériques, mais frontaliers, qui sont Alençon, qui sont Verneuil-sur-Avre, qui sont le Tréport, qui sont Gisors, qui sont Forges-les-Eaux, Gournay. Pourquoi? Parce que ces territoires, ils n'ont que faire des frontières administratives. Ils vivent autant en Picardie pour le Tréport que Seine-Maritime ou Haute-Normandie. Ils vivent autant au Mont-Saint-Michel, Bretagne et la Manche. Alençon est lié avec Le Mans et la Sarthe. Attention à ce que les frontières ne deviennent pas des barrières. Alors, soyons concrets. Donc, si j'ai bien compris, pour vous, c'est normal, la préfecture à Rouen. Le conseil régional à Caen, le président du conseil régional à Caen ou à Rouen? Mais là encore, les services de l'État, la préfecture, elle ne va pas être qu'à Rouen. La préfecture régionale, le préfet régional, il est prévu effectivement qu'il soit plutôt à Rouen, puisque c'est ce qu'ont voté tout le monde, et donc je suppose que le gouvernement, c'est pas encore décidé, mais c'est au gouvernement de trancher, c'est l'organisation de l'État, fera ce choix dans quelques semaines. C'est la région qui va trancher pour le conseil régional et c'est l'État voilà, qui mais on a été consulté et le vote ouais. En Haute-Normandie et en Basse-Normandie et aussi pour la ville d'accueil pressentie, c'est-à-dire la ville de Rouen. Les 3 votes ont été positifs pour que Rouen soit effectivement la capitale administrative, le siège du chef-lieu et donc le préfet de région. Mais il y aura toujours des préfets départementaux à ma connaissance. Et il y aura toujours d'ailleurs des sous-préfets, sous-préfète de Dieppe, sous-préfet des Andelys, sous-préfet de Bernay qui existe aujourd'hui, sous-préfet du Havre. Je n'ai pas connaissance d'une réduction des personnels de l'État dans toutes ces dimensions. Et puis, il n'y a pas que la préfecture. Il est aussi prévu un recteur, coordonnateur, qui aujourd'hui est placé à Caen. Il y a un patron de l'ARS. Ce qui est d'ailleurs cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le pôle éducation, recherche vis-à-vis de Caen. Il est prévu aussi un directeur, en l'occurrence une directrice, pour l'autorité régionale de santé, l'ARS, qui est aussi à Caen. Ce qui est cohérent avec les enjeux de démographie médicale, qui sont très importants en Haute-Normandie, mais qui sont aussi très importants en Basse-Normandie. Et le CHU de Caen a besoin d'être fortement soutenu. Le CHU de Rouen aussi, mais le CHU de Caen est dans une situation difficile. Il faut le soutenir. Bon, donc vous voyez qu'il y a déjà une répartition des services de l'État qui n'est pas que concentrée à Rouen, qui est à Rouen et à Caen.
dans un principe de répartition par pôle de compétences. Qu'est-ce qui est plus utile à quel endroit? Eh bien, pour la région, nous souhaitons que nous ayons une proximité. Il faut dire les choses simplement. Le président de région demain, franchement, vous croyez qu'il a intérêt à rester dans son bureau à Rouen, ou même à Caen, où vous voulez, ou au Havre, ou à Cherbourg? Mais bien sûr que non. Alors certes, il faudra une adresse postale. Mais si vraiment l'enjeu, c'est l'adresse postale, alors là, je crois qu'on serait tombé bien bas. En même temps, le président de la région, c'est pas une logique qui travaille avec le préfet. Bien Quand sûr. on fait le contrat de plan avec la région, par évidemment, exemple. il faut qu'il soit donc... Évidemment, il faut qu'il soit à Rouen, mais il faut aussi qu'il soit, et moi je m'y suis déjà engagé, je serai au moins la moitié de mon temps en Haute-Normandie et en Basse-Normandie. Et vous irez en train ou en voiture? J'irai par les meilleurs choix. Vous voyez pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que Rouen-Caen, c'est pas toujours évident pour oui, le train. Mais là aussi, on peut faire plein de promesses démagogiques. C'est plus facile pour un candidat. Hein. Je pense à M. Morin qui dit je pense à 45 personne. minutes entre... Malheureusement, je vais vous dire, je taille large. Je pense que les Français en ont ras-le-bol des personnalités, ou plutôt des politiciens, qui depuis des années entretiennent et amplifient ce décalage terrible entre les belles paroles, les discours, spécialement en période électorale, et les actes, qui, comme par hasard, soit ne viennent jamais, soit viennent après la période électorale. Et c'est très dommage, parce que ce décalage-là, c'est la meilleure recette, ou plutôt la pire, vers l'abstention et vers le vote extrême. Et ça, je m'y refuse. Donc moi, je veux être honnête. Si j'ai appris une chose d'Alain Leverne, c'est la sincérité et l'honnêteté dans l'action publique. Et ça, c'est essentiel. Donc je ne raconterai pas des blagues sur le train. Par contre, je peux vous dire que depuis lundi... Attendez, pas des blagues, mais des choses sérieuses. Des choses très sérieuses. Depuis lundi, nous avons voté. Depuis lundi, oui. Nous avons voté. Le train, c'est un problème. C'est un problème. Mais on peut toujours raconter qu'avec, comme l'avait fait un ancien président de la République, qu'avec lui, on allait voir ce qu'on allait voir et que demain, on aurait Paris-Le Havre en moins d'une heure d'ici 2017. Ou que demain, nous aurons Caen-Rouen toutes les 30 minutes pour 10 €. Franchement, c'est pas très sérieux parce que ce n'est pas faisable. En revanche, il y a des choses qu'on peut faire. Et nous avons voté lundi, moins 50% pour le tarif pour les moins de 26 ans. On l'a chiffré, on l'a budgété, on l'a examiné, notre majorité, Haute-Normandie et Basse-Normandie, on a vu l'intérêt parce que c'est lié effectivement notamment aux étudiants. Et ça, on peut le faire. Nous avons proposé de diminuer, région et département s'ils le veulent bien, le coût de l'abonnement illimité sur le pont de Normandie. C'est un symbole, mais c'est aussi le lieu, le lien entre, évidemment, la Basse-Normandie et la Haute-Normandie, singulièrement le Calvados avec la Seine-Maritime. l'Eure, le département de l'Eure, et c'était Jean-Louis Destin, fait déjà une réduction sur ce tarif. Voilà, il faut qu'on continue là-dessus. Et moi, je propose au département de venir, de se rassembler avec les régions pour aller là-dessus, parce que les Normands en ont besoin. Donc, non au blabla, non aux promesses électorales, parce que je pense que les Français en ont soupé, si vous me permettez l'expression. Par contre, oui à la sincérité, qui n'est pas l'ennemi de l'ambition, mais qui est plutôt la condition de l'ambition. La vraie ambition, c'est d'être honnête. Alors, il nous reste 1 minute 41 avant la fin de la première partie de cette émission. On continue de parler politique au niveau des alliances, parce que la politique, c'est ça aussi. Vous tout seul, est-ce que vous pouvez espérer emporter ces élections régionales? Quand je dis vous, c'est le Parti socialiste. Ou est-ce que vous allez vous allier? Avec qui? Comment? Parce que c'est vrai que ça a quand même un petit peu coincé entre le PC, on va dire d'une manière générale, le Parti de gauche, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, pendant les élections départementales. Bon, est-ce que les choses sont en train de s'arranger? Est-ce que vous faites en sorte que ça s'arrange? Depuis 1 an et demi, je suis président de la région et j'ai construit les conditions du rassemblement. Et depuis des années, nous travaillons avec le Front de gauche, Europe Écologie Les Verts et le Parti radical de gauche. La plupart des Normands ne le savent pas parce qu'ils voient des divisions au niveau national. Mais il faut savoir que depuis des années, la région est gérée par une majorité de gauche rassemblée avec des vice-présidents de toutes les composantes. Noël Le Villain est vice-président pour les transports, il est communiste et maire de Tourville-la-Rivière. Céline Brulin est communiste et vice-présidente pour la santé. Et je viens de confier une délégation à une radicale de gauche, je pense à Valérie Gibert-Yolan. Et Claude Taleb est vice-président écologiste en charge notamment de l'agriculture et du tourisme. Et Véronique Bérégovoy, etc., etc., etc. Je porte ce rassemblement. Et ce rassemblement, j'y crois pour une raison très simple. C'est que je n'ai pas d'adversaire à gauche. J'ai pas d'adversaire à gauche. Nous avons un bon bilan que nous avons porté et que nous portons toujours ensemble. Alors certes, il y a un premier tour, très bien, mais nous devons travailler ensemble pour construire tout de suite les conditions du rassemblement, parce que la Normandie a besoin de ce rassemblement. Monsieur le Président, merci. On se retrouve tout de suite après les informations régionales qui sont présentées par Béatrice Rabel. À tout à l'heure.
Merci à vous. Si vous venez de nous rejoindre pour la deuxième partie de La Voix libre qui accueille, je vous le rappelle, M. Nicolas Maillé-Rossignol, le président socialiste de la région Haute-Normandie. Alors, Monsieur le Président, on a vu avec vous au cours de la première partie de l'émission comment, d'après vous, se présenter les choses en ce qui concerne la future réunification. Les géographes préfèrent dire la fusion de la Haute et de la Basse Normandie dans une seule région. On a parlé également de ce 11e congrès des régions qui aura lieu, je le rappelle, jeudi et vendredi prochain, présidé par M. Rousset, votre collègue président de la région Aquitaine, qui est député, et que vous allez ouvrir avec M. Beauvais, vous nous l'avez précisé. Un congrès que M. Rousset présente comme étant un congrès de combat, parce qu'il dit que en fait, les marges de manœuvre en ce qui concerne justement le financement des régions n'est pas le même que les départements ou les communes. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les régions en France sont en réalité des régions qui certes vont augmenter en taille, puisque vous voyez que nous faisons la réunification de la Normandie, donc notre taille va augmenter et on va diminuer le nombre de régions. Mais en réalité, les moyens et les compétences des régions sont en fait assez limités par rapport à d'autres pays en Europe. Parce que nous ne sommes pas un pays fédéral et que le niveau de décentralisation est assez faible finalement en France. Juste un chiffre, les régions, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est simplement 2% de la dépense publique en France. Alors attention, il ne s'agit surtout pas d'augmenter les impôts régionaux. Les impôts régionaux d'ailleurs, ils sont extrêmement faibles. C'est la taxe sur les cartes grises. C'est la seule d'ailleurs imposition régionale que nous ayons vraiment à décider. Ça fait d'ailleurs moins de 10% de notre budget. Et nous ne l'avons pas augmenté depuis des années. Et ce n'est pas le genre de la maison. Ce n'est pas pour rien qu'on est la région la mieux gérée de France. Mais en même temps, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les compétences des régions pourraient être utilement renforcées dans quelques domaines clés qui sont grosso modo le développement économique, le soutien aux entreprises, aux filières, à l'industrie, au tourisme, la formation professionnelle, l'éducation, avec évidemment l'éducation nationale qui doit rester nationale, et les grandes infrastructures, les grands facteurs de rayonnement sur la culture et le sport. Donc, pas une région qui fait tout sur tout, mais une région plus forte sur quelques domaines clés stratégiques pour le développement de la Normandie. Alors, une confidence de votre part, peut-être. Est-ce que, comme certains de vos collègues d'ailleurs, il y a quelques temps, je rappelle quand même qu'il y a un peu plus d'un an, les départements étaient voués à disparaître, et certains voyaient cette disparition comme étant la possibilité pour les régions d'étendre leurs prérogatives. Alors, je ne dis pas que c'est votre cas, mais quand même, est-ce que vous n'y avez pas un petit peu pensé en vous disant, finalement, les fameuses économies qu'on voulait faire au niveau des strates administratives, on va les faire, entre guillemets, passez-moi l'expression, sur le dos des départements, au bénéfice des régions. Vous y avez pensé à ça ? Non, pas vraiment, mais vous savez, je ne pense pas en termes d'extension du pouvoir. Moi, je suis là, vous me connaissez un peu, j'ai fait autre chose avant, je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé dans le privé, dans les PME, dans le public aussi. Voilà, je vois pas, pour moi, la politique ne doit pas être un métier. Et donc, le but n'est pas étendre son pouvoir. La seule question qui est pertinente, c'est où est-ce qu'on peut agir le plus utilement ? Quel est le bon niveau pour agir dans la puissance publique ? Et la région, où est-ce qu'elle est bonne ? Où est-ce qu'elle est utile ? Dans les grandes infrastructures, dans le développement économique, dans le soutien à l'innovation, dans l'orientation du territoire vers un modèle de développement, dans la transition écologique et énergétique pour mieux consommer, pour moins consommer l'énergie, pour faire de l'agroécologie sur le domaine agricole, etc., etc. Il faut renforcer la région là où elle est le plus utile et pas chercher à créer des chapelles et des royaumes. Ça ne m'intéresse pas. Alors, vous avez évoqué il y a quelques instants le fait que, d'après vous, être un homme politique, en soi, ce n'est pas un métier. Alors, vous savez que Mediapart, pour citer cette entité journalistique, a taclé Didier Marie, le PS, dans la région, en parlant du système Fabius, et en disant Didier Marie, quand même, un cumul de mandats pendant plusieurs années, 12 000 € par mois, ça fait quand même beaucoup. Il avait tout à fait le droit de le faire, mais est-ce que c'est véritablement moral ? Est-ce que vous avez l'impression parfois que les politiques, je ne parle pas spécialement de Didier Marie, sont parfois un peu en décalage avec la réalité de terrain ? Didier Marie, il était instituteur, ce qui est un des plus beaux métiers du monde. Il est issu de quartiers difficiles, il connaît très bien la région d'Elbeuf, il sait que c'est pas facile. Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, lui, mais d'autres, d'ailleurs, à droite comme à gauche, que parfois ils sont un peu en décalage avec la réalité de terrain ? Vous savez, Didier Marie s'est exprimé, et il a répondu, je crois, très clairement sur le sujet. De même que Christophe Bouillon pour la Fédération socialiste de Seine-Maritime. Donc moi, je ne veux pas commenter sur les commentaires. Ce que je peux dire en ce qui me concerne, c'est que oui, je pense que la politique ne doit pas être un métier, c'est d'abord un engagement public. C'est d'ailleurs, à mon avis, très important que les responsables publics, quels qu'ils soient de gauche ou de droite, aient une vraie expérience professionnelle. Moi, j'ai bossé dans une PME qui faisait des chaussures pour enfants, qui s'appelle Mode 8. Eh bien, je pense que c'est très important et ça a été une expérience très forte dans ma vie
professionnel. J'ai travaillé dans d'autres entreprises, j'ai aussi travaillé dans le secteur public, il n'y a pas à faire de hiérarchie entre le public et le privé, mais avoir cette expérience professionnelle et ne pas considérer l'engagement public comme une carrière, je pense que c'est important, parce qu'on doit conserver son indépendance, sa liberté de jugement, tout simplement. En tout cas, c'est ma conception, mais en même temps, il ne faut pas donner de leçons. Chacun doit tout simplement se sentir responsable et faire ses choix. Pour ce qui me concerne, il n'y a rien à cacher. Je tiens ma feuille d'indemnité à la disposition de n'importe quel citoyen. Je l'ai déjà fait d'ailleurs, on m'interpelle parfois en me demandant mais alors quel est le traitement d'un président de région, combien vous gagnez, etc. etc. Et c'est normal de le dire et de dire les choses très clairement. Les élus doivent être absolument irréprochables, sinon abstention et extrême droite. Mais la première sincérité, c'est de dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Nous sommes dans une période électorale et malheureusement, vous allez encore avoir le lot de belles paroles. Moi, je veux rester dans l'ambition honnête. Alors, vous savez aussi pourquoi je vous dis ça. Je vais donner deux exemples, un à droite, un à gauche. Monsieur Lavrieux, l'affaire Big Malion, il est toujours député européen, alors qu'on avait un excellent député européen. Je crois qu'à droite comme à gauche, on le reconnaissait, c'était Monsieur Gauzès. Et puis, de l'autre côté, c'est Thomas Thévenoud, l'homme qui ne payait pas ses impôts parce qu'il ne savait pas remplir sa déclaration. Il est toujours député. Vous ne pensez pas que ça, par exemple, ce sont deux exemples un peu typiques de cas qui font que les gens sont un peu déstabilisés. Ils se disent, ils mettent tous les politiques dans le même sac, à tort, bien évidemment, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est pas dommageable? Est-ce que la République ne devrait pas se protéger en faisant en sorte que, justement, ces deux cas de figure ne puissent pas se produire? Ils ont été pris la main dans le pot de confiture. Vous avez raison, vous avez raison. Et en même temps, il y a une responsabilité des médias à ne pas mettre l'éclairage que sur ceux, et ils sont effectivement critiquables, qui donnent le mauvais exemple. Parce que moi, je connais beaucoup d'élus locaux, élus municipaux par exemple, et qui ne sont pas forcément de ma famille politique. On n'a pas forcément les mêmes opinions. Mais je peux absolument attester que tous les jours, ils sont au turbin, que tous les jours, ils sont à l'écoute de leurs concitoyens pour essayer de développer leur commune, leur territoire, pour essayer de gagner des emplois, pour faire que tout simplement nos concitoyens vivent mieux, selon leurs propres convictions politiques, et c'est normal. Mais vous savez, pour un Thévenoud, vous avez combien d'élus locaux qui sont honnêtement des bénévoles, des gens qu'on va réveiller le week-end parce qu'il y a une fuite d'eau dans la rue ou parce qu'il y a un problème de voisinage. Donc il faut aussi faire attention à ce que chacun, dans sa responsabilité, ait conscience que nous avons la chance, en France, de vivre dans une grande et belle démocratie. Dans le monde, ce n'est pas le cas de tous les pays. Il y a aussi des pays où il n'y a pas le droit de vote, où les femmes n'ont pas le droit de vote, où beaucoup de gens ne sont pas en situation, voilà, ou ne sont pas en situation d'exercer toute leur liberté fondamentale. Donc, ayons cela à l'esprit. Maintenant, je répète ce que j'ai dit, chaque responsable public doit être irréprochable. Irréprochable, c'est être transparent sur les aspects financiers, clairement, de dire ce que l'on fait, de faire ce que l'on dit, de ne pas promettre des choses qu'on n'est pas en capacité de faire, et puis des choses simples, siéger. Moi, je regrette que certains élus de mon opposition, pour ne pas le citer Bruno Le Maire, ou effectivement Hervé Morin quand il était à la région, quand même élu à la région depuis 2004, sont des personnalités qui ont surtout brillé par leur absence. Ah, l'indemnité régionale, ça, ils l'ont touché. Mais ils ne viennent même pas siéger. Vous n'êtes pas obligé d'être élu, ce n'est pas une obligation. Si vous vous présentez à une élection, il faut en assumer la charge. Il faut donc siéger. Et honnêtement, à la région, il y a 4 séances par an. On va pouvoir y arriver quand même. Et donc je regrette parce que la région, c'est une collectivité essentielle. Il y a des élections le 6 et 13 décembre prochain. C'est une élection essentielle. La région demain, c'est le premier investisseur. C'est 3 milliards d'euros. La moindre des choses pour un élu, s'il est honnête, c'est d'être présent quand on fait la Normandie. Alors, vous venez d'évoquer les élections régionales, les dates. Nous serons présents sur France 3. Comptez sur nous, justement, pour ne pas parler que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. C'est vrai que dans la région, malheureusement, on parle beaucoup des trains qui n'arrivent pas à l'heure, parce que parfois, c'est quelque chose qui se passe. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on conclue. Bon, vous allez nous dire, si vous voulez bien, comment vous voyez la région normande dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Vous êtes jeune, vous pouvez vous permettre ça. Et comment est-ce que cette région doit et va évoluer d'après vous? Je n'ai pas de boule de cristal quand même. Non, mais enfin, vous je peux vous dire mon ambition. Être politique, c'est avoir une vision à long terme. Bien sûr, et je peux vous dire ma conviction. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais je peux vous dire ma conviction et mon ambition. Ça, oui. Moi, je voudrais vous dire une chose très simple. Je voudrais que dans 10 ou 15 ans, les Normands, d'abord, puissent être encore plus fiers de leur région. Parce qu'ils aiment cette région. Nous aimons notre région. Nous aimons notre Normandie. Et nous avons envie de pouvoir le dire encore plus. Souvent, les Normands ont plein de savoir-faire, puis il manque un peu de faire savoir. À ça, des drapeaux bretons, vous envoyez à toutes les manifestations. Mais sans aller dans le régionalisme et une espèce de nostalgie passéiste, c'est pas l'enjeu.
Mais par contre, faire en sorte que nous soyons fiers, plus fiers de notre région, je crois que c'est une bonne chose. Et puis tout simplement que les Normands, demain, nos enfants, nos petits-enfants, vivent mieux qu'aujourd'hui. Ça passe par, effectivement, des trains qui sont quand même de la responsabilité de la SNCF et de l'État, pas de la région, malheureusement, mais que ces trains-là fonctionnent mieux. Ça passe par plus d'emplois, bien entendu. Et là aussi, il ne faut pas raconter des blagues. Si quelqu'un avait une solution miracle, ça se saurait quand même. Mais il faut agir. Et nous avons des atouts extraordinaires. Ne dénigrons pas notre région. Nous avons des atouts que nous envient plein d'autres régions. Nous sommes tout simplement le nom de région le plus connu au monde. Nous avons des atouts touristiques extraordinaires. Nous avons une industrie de pointe. J'étais au Salon du Bourget il y a quelques jours. Savez-vous que la Normandie, c'est la 3e région de France pour l'aéronautique, avec plusieurs milliers d'emplois en recrutement aujourd'hui. Donc, évidemment que ce n'est pas parfait, évidemment que la situation est difficile aujourd'hui, mais nous avons aussi de formidables sources d'espoir. Le véhicule électrique, l'automobile qui repart, l'agroécologie, le tourisme, la transition écologique, les énergies renouvelables. Voilà, il faut que nous nous inscrivions dans ce mouvement-là parce que nous avons des forces insoupçonnées et moi je souhaiterais que la région puisse plus naturellement, plus intensément les exploiter demain. Monsieur le Président, merci d'avoir participé à cette émission. La prochaine fois, nous nous retrouverons à la rentrée et nous serons déjà, j'en suis persuadé, en campagne électorale pour les élections régionales. À très bientôt. Merci à vous.